Tu n'es qu'un problème, mon frère a claqué. Mon père a ajouté, cette famille aurait enfin la paix sans toi. Je n'ai pas discuté. Je suis simplement parti. Je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans, je suis célibataire, sans enfant, et selon ma famille, particulièrement mon père et mon frère aîné Nicolas, je ne suis rien d'autre qu'un problème. C'est ce que Nicolas m'a lancé la dernière fois que j'étais à la maison, juste avant que notre père n'ajoute, avec un haussement d'épaule, cette famille aurait enfin la paix sans toi. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas pleuré ni me suis défendu. Je me suis juste levé, j'ai attrapé ma veste et je suis sorti par la porte d'entrée dans la soirée froide sans dire un mot de plus. C'était il y a exactement 8 jours. Depuis, je suis resté silencieux, pas d'appel, pas de SMS, pas de visite, pas même un « j'aime » sur les réseaux sociaux. Et ce matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués, chacun devenant 2. Mais laissez-moi vous ramener un peu en arrière, car cette histoire n'a pas commencé la semaine dernière, elle a commencé il y a des années, peut-être même des décennies, pour être honnête. Depuis que nous étions enfants, Nicolas était l'enfant prodige, capitaine de l'équipe de football, toujours d'excellentes notes, jamais puni. Le genre d'enfant pour qui les parents accrochaient des médailles et des coupures de presse sur le frigo. Moi, en revanche, j'étais le sensible. J'aimais le dessin, la lecture, la musique, bref, tout ce que Nicolas n'aimait pas. Là où il recevait des éloges, je recevais des avertissements. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, était pratiquement la devise familiale. Au moment où j'ai atteint le lycée, j'avais déjà intériorisé l'idée que j'étais une déception. Les choses n'ont fait qu'empirer quand maman est décédée il y a 5 ans. Elle était la seule à me voir vraiment, le seul garde-fou que j'avais. Quand elle est partie, quelque chose a basculé. Papa a cessé de faire semblant de me tolérer, et Nicolas, eh bien, Nicolas a hérité du rôle de boussole morale et de porte-parole de la famille, ce qui signifiait en gros que tout devait se faire à sa manière ou c'était la rupture. J'ai choisi la rupture plus souvent qu'autrement. Pourtant, j'ai essayé, vraiment. Je me présentais aux anniversaires, j'offrais mon aide pour les réparations de la maison, j'ai même prêté 5 000 € à Nicolas quand il a eu besoin de couvrir un acompte pour sa nouvelle voiture. Je ne les ai jamais redemandés, pas une seule fois. Mais rien de tout cela n'a jamais changé la façon dont il me voyait. Si j'exprimais une opinion qui ne correspondait pas aux leurs, j'étais difficile. Si je ne voulais pas passer un week-end à aider mon père à peindre le garage, j'étais ingrat. Et quand j'ai décroché un emploi informatique à distance et que j'ai enfin emménagé dans mon propre appartement, la réponse de papa n'a pas été « félicitations », mais « ne gâche pas tout ». La plus récente dispute a commencé à propos de quelque chose de ridiculement mineur. C'était un samedi, nous étions tous chez papa pour le dîner, moi, Nicolas, sa femme Sophie et leurs 2 enfants. J'avais apporté un dessert, un tiramisu maison que j'avais passé toute la matinée à préparer. Sophie a jeté un coup d'œil et a dit « Oh, ça contient de l'alcool, n'est-ce pas ? Les enfants ne peuvent pas en manger. » Ce qui, techniquement, oui, il y avait un tout petit peu de vin de Marsala dedans, mais c'était à peine assez pour être senti au goût et personne ne forçait les enfants à en manger. J'ai dit calmement, c'est surtout pour les adultes, mais je peux faire autre chose la prochaine fois. Nicolas n'a pas aimé ça. Il a ricané et a marmonné, il faut toujours qu'il soit différent. J'ai laissé passer cela, même si ma tension artérielle a monté en flèche. Puis Sophie a bruyamment suggéré de commander un dessert adapté aux enfants à la place, et papa a ajouté, tu vois, c'est ça le problème, tu rends toujours les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. J'ai quitté la pièce, mes mains tremblaient, mais je n'ai pas parlé, pas encore. Je suis allé à la cuisine, essayant de respirer, essayant de me calmer. C'est là que Nicolas m'a suivi, s'est appuyé contre le réfrigérateur et a dit, tu n'es rien d'autre qu'un problème, Antoine. Tu l'as toujours été. C'était dit sur un ton si neutre et détaché, comme s'il décrivait le temps qu'il faisait. Je l'ai regardé longuement, cherchant une trace de remords ou même de conscience. Il n'y en avait aucune. Je suis sorti dans la salle à manger, j'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise, et en passant devant papa, il a ajouté sa propre phrase finale, sans même lever les yeux de son assiette, cette famille aurait enfin la paix sans toi. Personne ne m'a arrêté, pas même Sophie, qui au moins faisait semblant d'être neutre. J'ai refermé la porte derrière moi, je suis allé à ma voiture et je suis resté là pendant peut-être une demi-heure. Je ne pleurais pas, je n'étais pas en colère. Je me sentais vide, comme si je venais d'assister aux funérailles d'une relation que j'essayais de réanimer depuis trop longtemps. Cette nuit-là,
J'ai fait ma valise et je suis retourné à mon appartement en ville, jurant de ne plus jamais les contacter. Les premiers jours ont été calmes. Honnêtement, ce silence était un soulagement. J'ai recommencé à lire, je suis allé à la salle de sport, j'ai regardé des films que je voulais voir. J'ai même commencé à faire des croquis, un passe-temps que je n'avais pas touché depuis des années. Pas d'appel passif-agressif, pas de tentative de culpabilisation, juste la paix. Puis est venu le premier appel manqué. C'était de Sophie. Je l'ai ignoré. Puis un de papa, puis 2 de Nicolas. Hier, il y en avait 5 de plus, et ce matin, 17. 17 appels, tous 2. Pas de messages vocaux, juste un écran plein de tentatives manquées, comme s'ils paniquaient. Je n'ai répondu à aucun d'eux, mais je mentirais si je disais que je n'étais pas curieux. Quelque chose s'était passé, quelque chose de grave. Peut-être que Nicolas a perdu son emploi, peut-être que papa a eu un problème de santé, ou peut-être qu'ils ont enfin réalisé ce que l'on ressent quand quelqu'un que l'on traite comme un problème décide de disparaître. Je ne suis pas prêt à rappeler, pas encore. Une partie de moi veut savoir ce qui se passe, mais une autre partie, peut-être la plus forte, est toujours assise dans cette cuisine, se souvenant du regard sur le visage de mon frère quand il m'a dit que je n'étais pas à ma place. Et s'ils veulent quelque chose de moi maintenant, eh bien, ils sont peut-être sur le point d'apprendre ce qui se passe quand le problème cesse de se laisser faire. Je n'ai rappelé aucun des appels. J'ai juste regardé mon téléphone, m'attendant à moitié à ce qu'il recommence à sonner en temps réel. Quand il l'a finalement fait, vers midi, je l'ai juste regardé vibrer sur la table. C'était papa à nouveau. Je l'ai mis en silencieux et je l'ai glissé face contre table, comme s'il laissait échapper du poison. Quoi qu'il veuille maintenant, ce n'était plus mon problème, ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Mais le fait de couper les ponts avec des personnes toxiques, c'est que le silence qu'elles laissent derrière elles n'est pas toujours paisible, parfois il résonne, parfois on se retrouve à revivre de vieilles conversations, essayant de voir où les choses ont pu tant mal tourner. J'ai beaucoup pensé à maman ce jour-là, à quel point tout était différent quand elle était là. Je me souvenais comment elle me glissait discrètement de petits cadeaux dans ma chambre après des disputes avec papa, des livres, des carnets de croquis, des barres chocolatées. Je pensais à la façon dont elle intervenait discrètement quand Nicolas essayait de me harceler en grandissant. Elle me voyait, elle me défendait, et après son décès, on aurait dit que plus personne ne le faisait. Alors oui, j'étais tenté de rappeler, non pas parce que je leur pardonnais ou qu'ils me manquaient, mais parce qu'une partie de moi voulait toujours croire qu'ils étaient capables de s'améliorer, qu'ils avaient peut-être enfin réalisé à quel point ils avaient été cruels, que peut-être, juste peut-être, quelque chose en eux avait cédé. Puis est venu le SMS. C'était de Sophie, « Salut Antoine, désolé de te contacter comme ça, mais il se passe quelque chose avec ton père. Il a été hospitalisé plusieurs fois depuis mardi. Nicolas est débordé. Pourrais-tu appeler quand tu auras un instant ? J'ai fixé le message pendant 1 minute entière avant de verrouiller mon téléphone. Hospitalisé depuis mardi. J'ai cligné des yeux. C'était il y a 4 jours. Et ils ne me textent que maintenant ? Après tout ce qu'ils ont dit, après m'avoir dit que la famille aurait enfin la paix sans moi, ils veulent que je vienne en courant quand les choses s'écroulent ? Je me suis assis sur mon canapé, les coudes sur les genoux, essayant de calmer ma respiration. Ma première pensée a été la culpabilité, je ne vais pas mentir. Mais ensuite, elle s'est rapidement transformée en confusion, puis en quelque chose de plus froid, de la colère. Non seulement à cause du message, mais à cause de l'implication. Parce que la vérité est qu'il ne voulait pas que je sois là pour le soutien, il voulait que je sois là pour arranger les choses, encore une fois. Ça a toujours été mon rôle, n'est-ce pas ? Le punching ball émotionnel, l'aide silencieuse, le bouc émissaire et le plan de secours. J'étais celui qui rangeait leurs dégâts sans se plaindre, qui couvrait les factures d'urgence quand le travail indépendant de Nicolas s'arrêtait, qui mettait en place discrètement des paiements mensuels pour la dette médicale de papa il y a 2 ans quand personne d'autre ne s'offrait. Et maintenant qu'il m'avait enfin poussé dehors, maintenant que j'étais parti, il réalisait combien de fils invisibles j'avais maintenus ensemble. Et voici le comble, il ne m'avait même pas dit qu'il était malade. Je l'ai appris par un SMS d'une tierce personne, de la seule personne qui ne m'avait jamais défendu quand la famille me déchirait. Pas un appel direct, pas un message sincère, juste une petite bombe de culpabilité déposée sur mes genoux. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire. Au cours de la dernière année, j'avais discrètement contribué 500 € par mois pour aider papa à couvrir sa prime d'assurance maladie.
C'était un prélèvement automatique que j'avais mis en place après l'avoir entendu se plaindre que le nouveau plan le saignait à blanc. Je ne lui ai jamais dit. Je l'ai juste mis en place et l'ai laissé croire qu'une subvention gouvernementale anonyme s'était déclenchée. C'était plus facile comme ça, plus propre. Mais maintenant, je fixais cette ligne dans mon budget comme si elle ne m'appartenait pas. Et elle ne m'appartenait plus. Cette version de moi, celle qui subissait les abus, restait silencieuse et continuait de donner par un sens tordu de l'obligation. Il était sorti de cette maison la semaine dernière et n'avait pas regardé en arrière. Alors j'ai annulé le prélèvement automatique. Je m'attendais à me sentir mal. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais plus léger, presque comme si une corde avait été coupée et que je pouvais soudainement respirer plus facilement. Puis un autre SMS est arrivé, cette fois de Nicolas. Je me fiche de ce qui s'est passé la semaine dernière, il faut qu'on parle. Appelle-moi maintenant. Pas d'excuses, pas de « salut, je sais qu'on a dit des choses horribles », juste une exigence, comme s'il pensait encore pouvoir me convoquer comme un chien. J'ai ri à haute voix pour la première fois depuis des jours. L'audace aurait été drôle si elle n'était pas si constante. Ils n'avaient pas changé. Aucun d'eux n'avait changé. Ils ne me contactaient pas parce que je leur manquais. Ils me contactaient parce que la colle s'était défaite et que, pour la première fois, ils commençaient à ressentir les fissures. Alors je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à écrire tout ce que je payais encore, les charges de la maison de papa, l'assurance automobile sous mon nom que Nicolas n'avait jamais transféré, le forfait téléphonique partagé sur lequel Sophie était secrètement encore parce que changer serait trop stressant. J'ai fait une liste et puis, une par une, j'ai commencé à couper les vivres. S'il voulait vraiment une vie sans moi, très bien. Mais il ferait mieux d'apprendre ce que ça coûte d'effacer quelqu'un qui maintenait tout en coulisses. J'étais à la moitié de cette liste quand mon téléphone a sonné à nouveau. Même numéro. Cette fois, j'ai répondu, juste une fois, et ce que j'ai entendu m'a figé. Parce que ce n'était pas Nicolas, c'était mon père, et la voix à l'autre bout tremblait, faible, mais pas à cause de la maladie. Parce qu'il avait enfin réalisé qui il avait chassé et qui détenait toutes les clés. Je n'ai rien dit au début, ni « allô », ni « qu'est-ce que tu veux », ni « pas maintenant tu appelles ». J'ai juste tenu le téléphone à mon oreille et j'ai laissé le silence s'éterniser. Et pendant quelques secondes, il n'a pas parlé non plus. Tout ce que j'entendais était le léger bourdonnement qui ressemblait à un moniteur d'hôpital en arrière-plan. Puis, finalement, sa voix rauque et faible, « Antoine, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi. » Pas étonnant, mais je n'ai toujours pas parlé. Je voulais voir où il irait sans que je lui donne la moindre prise émotionnelle. Il s'est raclé la gorge, comme s'il gagnait du temps ou essayait juste de paraître plus fort qu'il ne l'était. Les mots suivants sont venus plus lentement, pesants, « j'ai été à l'hôpital. Ils ont trouvé des choses qui ne vont pas. Nicolas s'en est occupé, mais... » Sa voix se cassa. Je lui ai demandé de t'appeler. Donc ce n'était même pas son idée. Pourtant, je suis resté silencieux, je l'ai laissé se débattre. Il n'y a pas de façon facile de le dire ? J'ai quelques obstructions, le cœur ne va pas bien. Il parle de chirurgie, mais je ne suis pas encore sûr. Je voulais juste que tu saches. Il l'a dit comme s'il me faisait une faveur. J'ai pris une lente inspiration. Je n'ai pas posé de questions sur la procédure, je n'ai pas demandé comment il se sentait. Au lieu de cela, j'ai enfin brisé mon silence avec une seule question sèche, « Et maintenant, tu as besoin de quelque chose ?» Il ne l'a pas nié. Cela seul m'a tout dit. « Écoute, » a-t-il marmonné, « je ne pensais pas ce que j'ai dit l'autre soir. J'étais en colère, stressé, tu sais comment ça arrive. » J'ai fermé les yeux. Cette phrase, « tu sais comment ça arrive », l'excuse passe-partout de la famille pour chaque blessure émotionnelle qu'ils laissaient derrière eux, comme si être traité comme de la merde faisait partie du décor. « Non, » ai-je dit, d'une voix calme mais perçante, « je ne sais pas comment ça arrive, parce que je ne parle pas aux gens comme ça. Je ne dis pas à mon propre fils qu'il est le problème. Je ne m'assois pas en face de lui pour lui dire que la famille serait mieux s'il disparaissait. » Il est redevenu silencieux, ce genre de silence mort où l'on sait que quelqu'un essaie de décider s'il doit exploser ou céder. Je ne voulais pas. Commença-t-il. Si, les jeux coupés. Tu le voulais. Tu l'as toujours voulu. Tu n'as juste jamais eu à faire face aux conséquences avant. Un long soupir à l'autre bout. Il n'a pas argumenté. Ça, c'était nouveau.
Mais je n'avais pas fini. Tu ne voulais pas d'un fils, tu voulais un clone de Nicolas. Tu m'as eu à la place, et tu me punis pour ça depuis que j'ai 10 ans. Antoine, commença-t-il. Non, ai-je dit à nouveau, plus fermement cette fois. Tu n'as plus le droit de parler maintenant. Tu ne peux pas couper quelqu'un de ta vie et ensuite agir surpris quand il n'est pas là pour t'aider à nettoyer. Le son qui a suivi n'était pas des mots, c'était quelque chose entre une toux et un sanglot. C'était choquant. Je n'avais jamais entendu mon père faire un son pareil de toute ma vie, et pendant une seconde, je ne me suis pas senti en colère. Je me suis senti vide à nouveau. Parce qu'il fut un temps où j'aurais tout fait pour entendre mon père pleurer à cause de quelque chose que j'avais dit, juste pour savoir qu'il ressentait quelque chose pour moi. Mais maintenant, il était trop tard. Je voulais juste la paix, a-t-il dit doucement. Tout s'est effondré après le décès de ta mère. Je ne savais pas comment arranger les choses, alors je me suis défoulé sur toi. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, non pas parce que c'était une excuse, mais parce que c'était vrai, et parce que j'attendais depuis des années d'entendre quelque chose qui ressemblait ne serait-ce qu'à de la responsabilisation. Je n'ai pas laissé cela m'adoucir. Tu ne t'es pas juste défoulé sur moi, ai-je dit. Tu m'as fait croire que je le méritais. Et voilà. Le cœur de la chose. C'était la partie qui me faisait encore mal, pas les insultes, pas les tentatives de culpabilisation, mais les années que j'avais passées à me tordre en quatre pour essayer d'obtenir l'approbation de quelqu'un qui ne la donnait jamais librement, les années où je pensais que je devais le faire, que je lui devais quelque chose. Il n'a pas répondu, ni avec une défense, ni avec un démenti, juste le silence. Puis, tu reviens. J'ai laissé la question en suspens. C'était surréaliste que le même homme qui m'avait dit que la famille serait mieux sans moi me demande maintenant si je reviendrais. Je pouvais presque entendre le poids derrière ces paroles, nous avons besoin de toi, Nicolas est débordé, l'argent s'épuise, nous pensions que tu serais toujours là. Il n'a rien dit de tout cela, mais c'était dans la façon dont il a demandé, tu reviens. J'ai pensé à mon appartement, mon petit espace loué où personne ne criait, personne ne me faisait sentir comme un fardeau. J'ai pensé au carnet de croquis sur ma table de chevet et au chat que j'avais adopté il y a 2 mois, nommé Félix, qui se blottissait contre moi chaque nuit sans jugement. J'ai pensé à la façon dont, pour la première fois depuis des années, je m'étais senti une personne entière loin d'eux. Non, ai-je dit, juste ce seul mot, mais il a résonné comme une cloche dans ma poitrine. Sa voix se cassa à nouveau. S'il te plaît, a-t-il dit. Nous sommes une famille. Exactement, ai-je répondu. Et tu m'as appris exactement comment cette famille traite les gens qui ne rentrent pas dans le moule. J'en ai fini d'essayer de m'y glisser. Il a réessayé, au moins, parla Nicolas. Il essaie. J'ai presque ri. Nicolas essaie parce que je suis parti. Ce n'est pas de la croissance, c'est de la panique. Une autre pause, un autre silence que j'ai refusé de combler. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il finalement demandé. Et pour la première fois dans tout ce désordre, je me suis senti calme. Vous vous débrouillez, ai-je dit, de la même façon que j'ai dû le faire quand j'avais 16 ans et que tu m'as dit que j'étais un échec. De la même façon que j'ai dû le faire quand maman est décédée et que tu n'as même pas demandé comment je me débrouillais. De la même façon que j'ai dû le faire chaque fois que tu as décidé que j'étais le problème. Il y a eu un faible son résigné à l'autre bout, un raclement de gorge. Je pouvais dire qu'il voulait riposter, c'était son instinct, mais il ne l'a pas fait. Il a juste dit, d'accord. Pas de supplication, pas de caprice, juste un, d'accord, vaincu et incertain. Et puis j'ai raccroché. Je n'ai pas attendu plus, je n'ai pas laissé la ligne ouverte pour un au revoir. J'ai juste mis fin à l'appel. Puis je me suis levé, je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. 17 appels manqués s'étaient transformés en un moment de clarté, et il n'avait toujours aucune idée de tout ce qui était sur le point de se défaire. Je pensais que raccrocher serait la fin. Ce ne fut pas le cas. Au cours des 2 jours suivants, les messages sont arrivés par vagues, certains pitoyables, certains furieux, certains juste confus. D'abord, Sophie a envoyé un long SMS d'excuses rempli de phrases comme « malentendu » et « nous faisons tous des erreurs ». Puis Nicolas a appelé 12 fois en un après-midi, alternant entre des messages vocaux exigeant que je cesse de les punir et d'autres tentant de me culpabiliser avec des mises à jour sur la tension artérielle de papa et sa prochaine opération. Mais je n'ai répondu à aucun d'eux. J'avais passé 28 ans à être la soupape de sécurité de la famille, le pacificateur,
le résolveur de problèmes non reconnus qu'ils malmenaient jusqu'à ce qu'ils aient de nouveaux besoins de moi. Ils voulaient la paix sans moi. Ils l'ont eue. Ils n'avaient juste pas réalisé que la paix venait avec des factures impayées et des filets de sécurité déconnectés. Le déclencheur suivant est arrivé 3 jours après ce dernier appel avec papa. C'était un mercredi soir vers 22h30, et j'étais en train de faire des croquis sur mon canapé avec Félix blotti contre ma jambe. Une notification a retenti de mon email. Objet, avis de prime d'assurance échue, police annulée. Je savais déjà ce que c'était. Cette police de 500 € par mois que je payais discrètement depuis l'année dernière, oui, c'était l'assurance complémentaire de papa. Celle dont il n'avait aucune idée qu'elle n'était pas magiquement subventionnée par le gouvernement. Sans elle, sa prochaine opération cardiaque ne serait pas entièrement couverte. Fini les faibles quotes-parts, fini les médicaments de marque. Il allait maintenant être dans la catégorie des soins médicaux où il faudrait se débrouiller seul. J'ai siroté mon thé et n'ai pas sourcillé. 2 jours plus tard, le forfait téléphonique a été coupé. Le même jour, j'ai reçu un message paniqué sur Facebook Messenger, de toutes les plateformes, de Sophie, « Salut, je pense que quelque chose ne va pas avec nos téléphones, peux-tu vérifier le compte ?» Je n'ai pas répondu, mais je l'ai bloqué. L'assurance automobile est venue ensuite. Je garantissais le VUS de Nicolas, toujours à mon nom, depuis qu'il n'avait pas pu obtenir son propre prêt il y a 3 ans. Le compte était impeccable jusqu'à ce que je le ferme. J'ai envoyé un dernier paiement pour couvrir le mois en cours, puis j'ai annulé mon autorisation et j'ai envoyé une quittance de responsabilité notariée au service d'immatriculation, avec effet immédiat. Tout ce qui arrivait avec cette voiture, c'était à lui de gérer. J'ai même retiré le contenu du coffre-fort que papa avait oublié d'avoir mis à mon nom après le décès de maman, rempli de documents, certificats de naissance et l'acte de propriété de leur vieille cabane qu'il disait toujours qu'il rénoverait un jour. Cet acte de propriété m'a été officiellement transféré, car j'étais toujours copropriétaire. Il ne l'avait jamais changé. J'imagine qu'il ne s'attendait pas à ce que la déception de la famille sache gérer les documents légaux. Puis je suis redevenu silencieux et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Ce week-end, ma sonnette a retenti. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, on a frappé, un coup hésitant, incertain. Puis j'ai entendu la voix, « Antoine, s'il te plaît, ouvre juste la porte. » C'était Nicolas. J'ai attendu, le regardant à travers le judas. Il avait l'air plus mince, épuisé. Sa posture arrogante habituelle avait disparu, les épaules voûtées, les cheveux ébouriffés, des cernes sous les yeux. Il avait l'air d'un homme au bord du gouffre. J'ai ouvert la porte à moitié, juste assez pour qu'il sache que j'étais là. Il n'a pas parlé au début, il m'a juste regardé. J'ai laissé le silence s'installer. Finalement, il a dit, « Nous avons besoin d'aide. » J'ai hoché la tête. Je m'en doutais. Je ne savais pas pour l'assurance, ni pour la voiture, ni pour les factures de la maison. Papa perd la tête, Sophie panique. J'ai dû emprunter de l'argent à ses parents juste pour couvrir les courses. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. Papa pourrait ne pas pouvoir se faire opérer maintenant. Ils ont dit que ça coûtera plus cher de sa poche et l'hôpital nous fait pression pour un plan de paiement. Je patientais toujours. Il a finalement levé les yeux embués. « Pourquoi fais-tu ça ?» J'ai ri une fois, pas bruyamment, juste un petit souffle d'air sec. « Pourquoi je fais ça ?» Tu m'as appelé un problème, Nicolas. Tu as dit que la famille aurait la paix sans moi. J'ai juste été d'accord. Il a dégluti. On était en colère, tu sais comment il est. Et j'en ai fini de chercher des excuses pour lui, ai-je dit. Et pour toi. Nous sommes ta famille. Non, ai-je répondu. Vous étiez une famille. La famille n'instrumentalisait pas l'amour. La famille ne t'isole pas, ne te rabaisse pas, puis s'attend à ce que tu paies les factures quand tout s'effondre. Il a baissé les yeux, se frottant la nuque, comme il le faisait quand maman le grondait quand il était enfant. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. J'ai haussé les épaules. C'est ça avec les ponts, Nicolas, tu ne penses jamais qu'ils vont brûler tant qu'ils ne sont pas déjà en cendres. Il a cligné des yeux. Je pense qu'il a réalisé à ce moment-là qu'il n'y avait pas de phrase magique, aucune excuse à moitié sincère qui remettrait les choses à zéro, aucun moyen d'annuler des années d'érosion émotionnelle en une seule conversation sur le pas de la porte. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il demandé doucement. « Tu veux qu'on te supplie ? C'est une vengeance ?
J'ai secoué la tête. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la liberté. Je veux la paix. Celle que vous disiez tous que vous auriez sans moi. Alors profitez-en. J'ai commencé à refermer la porte. Il a fait un pas en avant instinctivement, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il essaierait de la pousser. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est arrêté. Antoine, a-t-il dit d'une voix brisée, je suis désolé. Cela m'a fait marquer une pause. Ce n'était pas crié, ce n'était pas théâtral, juste le murmure d'un homme qui réalisait enfin la profondeur des dégâts qu'il avait contribué à causer. J'ai croisé son regard. J'espère que tu le penses. Non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que toi, tu en as besoin. Puis j'ai refermé la porte pour de bon. 3 semaines se sont écoulées. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux. Pas de nouveaux messages, pas d'appels, pas de coups frappés. Je pensais que c'était la fin, jusqu'à ce qu'une lettre arrive par la poste. Manuscrite, sans adresse d'expéditeur, juste mon nom sur le devant. Je me suis assis à la table de la cuisine, l'ai ouverte et ai scanné la première ligne. Antoine, je ne sais pas si tu liras un jour ceci, mais je voulais que tu saches que je t'ai entendu. Je n'attends pas de pardon, je ne le mérite probablement pas, mais je suis désolé pour tout. J'ai passé trop de temps à essayer de te façonner en quelqu'un que tu n'étais pas. Je le vois maintenant. C'était de papa. Il a continué, détaillant des choses que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. Il a admis qu'il avait déchargé son chagrin sur moi après le décès de maman. Il a reconnu que je n'étais jamais inférieur, juste différent, et qu'il n'avait pas pu gérer cela. Il a dit que Nicolas lui avait tout raconté, les polices annulées, l'assurance, les appels, la façon dont j'étais parti. Et puis est venue la partie qui m'a finalement mis les larmes aux yeux, je t'ai dit un jour que cette famille aurait la paix sans toi. J'avais tort. Il n'y a pas de paix sans toi, seulement le silence. Il a terminé la lettre en disant qu'il ne me contacterait plus à moins que je ne le fasse en premier. Pas de culpabilité, pas de pression, juste de l'espace. J'ai plié la lettre et l'ai mise de côté. Puis j'ai regardé autour de mon appartement. Le soleil inondait les fenêtres. Félix était allongé sur le sol, clignant lentement des yeux, comme s'il savait que quelque chose avait changé. Je ne les ai pas appelés, ni cette semaine-là, ni la suivante. Mais j'ai gardé la lettre, et chaque fois que je la regardais, je me souvenais de quelque chose d'important, la paix ne se donne pas, elle se conquiert. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais. Non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que moi, enfin.